Colonel Danigo, bonjour et merci de nous recevoir ici donc dans les locaux, dans votre bureau du 3e RIMA. Alors déjà, pourquoi le 3e RIMA à Vannes? Ce serait bien d'expliquer parce que je pense que peu de gens, bon ça fait tellement partie du paysage vannetais qu'ils ne savent pas pourquoi l'implantation du 3e RIMA à Vannes. Alors pourquoi à Vannes précisément? Oui, Vannes a toujours été une ville de garnison. Avant que le 3e RIMA ne soit à Vannes, il y avait déjà des régiments auparavant, en l'occurrence le 35e régiment d'artillerie et le 51e régiment de chars de combat qui étaient implantés dans la caserne où nous nous trouvons aujourd'hui. En fait, le régiment s'est implanté à Vannes en 1963. Après, alors j'imagine qu'il y avait une série de questions d'ordre organisationnel. Oui. Le fait que la brigade à laquelle appartenait le régiment a été implantée dans le Grand Ouest. À cette époque, il y avait également un régiment à Dinan. L'état-major de la brigade était de la division d'infanterie de marine était à Saint-Malo. Donc c'était une cohérence géographique. Et Vannes étant ville de garnison, quand il a fallu réorganiser les armées, en particulier l'armée de terre, au sortir de la guerre d'Algérie et des conflits de la décolonisation, le 3e RIMA est venu s'implanter à Vannes. Une question logistique plus pratique. Probablement. Au départ, le 3e régiment d'infanterie coloniale, le 3e régiment d'infanterie de marine est malgré tout un régiment de l'Ouest, puisque son port de rattachement était le port de Rochefort, Rochefort-sur-Mer. Alors vous-même, vous connaissez bien le 3e RIMA, c'est pas la première fois que vous venez. Non, en l'occurrence, c'est mon troisième passage au régiment, puisque j'y ai servi comme chef de section entre 2000 et 2003. Je suis revenu pour être chef de bureau opération instruction entre 2011 et 2013, et puis chef de corps donc depuis un tout petit peu plus d'un an. Une petite question personnelle, vous êtes breton? Oui. Voilà. Donc ça n'a pas été... Ça n'a pas été en compte, mais bon, disons. Ah si, peut-être si. Si, clairement. En fait, j'ai de la famille dans la région entre Vannes et Lorient, et enfant, je venais régulièrement visiter des cousins à Plescope exactement, et voilà, nos passages vannetais faisaient que je passais devant le quartier. J'ai des souvenirs assez vifs du retour du régiment de l'opération Daguet. Oui. Voilà, et puis quand j'ai choisi le métier des armes, j'avais une idée assez précise sur l'endroit où je voulais servir, en l'occurrence c'était le 3e RIMA. Et pourquoi avoir choisi le métier des armes? Pourquoi avoir choisi le métier des armes? Tout le monde ne le choisit pas, donc il y a en général quelque chose qui... Non, enfin il y a évidemment un attrait au départ sur l'esprit, l'engagement déjà lui-même, et puis après tout ce qui va avec, qui relève là un petit peu de l'imaginaire, enfin la partie aventure, voilà, voyager comme le disent toutes ces affiches de propagande, vous verrez, du pays. Cette dimension-là, elle est très présente, puis il y a celle du service. L'engagement. Voilà, et puis après, étant moi-même d'une famille militaire, voilà, c'est un milieu que je connaissais et qui... j'ai pas fait le choix tout de suite, mais voilà, ça a clairement participé de ma volonté de m'engager. Bien. On fait un petit historique du 3e RIMA quand même, parce que c'est un régiment, enfin l'appellation 3e RIMA date effectivement de peu de temps, disons, par rapport, mais c'est un vieux régiment. Oui, alors c'est le 3e RIMA est héritier du 3e RIMA historique, celui qu'on appelle le Grand 3. Au départ, il y avait 4 régiments d'infanterie de marine, 1, 2, 3, 4, voilà, qui sont les régiments historiques des troupes de marine. Les appellations varient au cours du temps, puisque à partir de 1900, les régiments d'infanterie de marine qui appartenaient à la marine ont basculé à terre pendant toute la période coloniale et ont pris l'appellation de régiment d'infanterie coloniale. On est revenu à l'appellation infanterie de marine après les conflits de la décolonisation. Et voilà, ensuite l'infanterie de marine, ou ce qu'on continue d'appeler la coloniale, en fait c'est forger son histoire au travers de tous les conflits qu'a connu la France. Pour le régiment, l'épopée commence en 1870 avec les combats de Bazeilles. D'où Bazeilles sur... D'où Bazeilles, d'où l'aigle de Bazeilles. L'épopée du régiment tel qu'on la retrace aujourd'hui commence vraiment avec les combats de Bazeilles, auxquels le 3e RIMA, à l'époque, participe directement.
Alors ça correspond à quoi exactement l'infanterie de marine? Parce que c'est un petit peu opposé, infanterie de marine. Alors, initialement, l'infanterie de marine avait vocation d'une part à protéger les ports, puis à être embarquée à bord des bâtiments de la marine royale, puis de la marine nationale. C'est de là également qu'on tire notre surnom de marsouins, puisque les marsouins, donc ces mammifères marins, ont pour habitude de suivre les bateaux. Donc voilà. Oui. À l'instar de ces mammifères marins, nous suivions les bateaux. Et de façon assez amusante, les artilleurs de marine qui, eux, restaient à bord, ont pris l'appellation de tradition, le surnom de bigorre, comme les bigorneaux, voilà, les coquillages. Ils sont accrochés. Accrochés à la coque des bateaux. Et donc, par contre, l'infanterie débarque. Débarque et va sur les terrains. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les savoir-faire opérationnels que nous continuons de pratiquer, l'amphibie, donc l'entrée sur un théâtre d'opération par la mer, garde une place prépondérante. Ça fait partie des spécificités de la brigade, de la 9e brigade d'infanterie de marine, au sein de laquelle sert le régiment, et c'est un savoir-faire qui est propre aux troupes de marine. Combien d'hommes? 1200. Répartis en combien de compagnies? Alors, en tout, au régiment, il y a 7 compagnies d'actives, 5 compagnies de combat, une compagnie d'appui et une compagnie de commandement et de logistique. En plus de ces 7 compagnies d'actives, nous avons aujourd'hui une compagnie de réserve et à compter de la rentrée prochaine, une 2e compagnie de réserve. Donc au total, le régiment, c'est 7 compagnies d'actives, plus 2 compagnies de réserve. Quand je dis 1200 hommes, je ne parle que des unités actives. Si on rajoute la réserve, on dépasse les 1500. Ok. Alors, bon, le 3e RIMA, quand même, c'est beaucoup de théâtres d'opérations extérieures. C'est une des vocations du régiment. Oui. Alors, les derniers, notamment, je pense, à part peut-être, il y en a un en cours. Non, actuellement. Il n'y en a pas, mais autrement, c'est Barkhane. Le dernier, le régiment est rentré de l'opération Barkhane au Mali le 14 juin 2017. Oui, ce que je dis, c'est le dernier théâtre sur lequel ont été engagés en même temps l'état-major du régiment et 2 compagnies. Et la mission, enfin, sans trahir le secret militaire, correspond à quoi? Parce que plus finalement, on a l'habitude, c'est la mission Barkhane. Ok, mais c'est quoi derrière? La mission Barkhane sans... Oui, Barkhane ou autre du reste. Hein, je veux dire, quand on est sur un terrain d'opération extérieure, c'est pour faire quoi? Ça dépend du théâtre d'opération. Si on prend que Barkhane, c'est une mission qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En l'occurrence, à Barkhane, la mission principale est de lutter contre les groupes terroristes armés, de façon à stabiliser au-delà du Mali, en fait, toute la bande sahélo-saharienne, comme on l'appelle. Donc, ça s'étend au-delà du Mali. Ensuite, en fonction des théâtres, vous avez des missions qui sont très diverses, très variées. La mission Chamal en Irak, si on était concerné, ce serait davantage l'instruction des forces irakiennes que la participation directe au combat. Au Liban, où le régiment n'a pas été engagé depuis un moment, mais pourrait potentiellement retourner, c'est une mission d'interposition, une mission de maintien de la paix. Et puis après, il faut également, lorsqu'on parle d'opérations, évoquer les opérations intérieures, donc la mission Sentinelle. Sentinelle, alors combien d'hommes engagés pour Sentinelle au niveau du 3e RIMA? Actuellement, détaché, je dirais plutôt pour Sentinelle. Actuellement, sans rentrer dans le détail des chiffres, j'ai l'équivalent de 3 petites compagnies qui sont engagées essentiellement dans l'ouest de la France. Réparties? Oui, réparties sur le... Il n'y a pas un pourcentage plus important d'un côté que de l'autre? Là, on est essentiellement en province. La majeure partie est déployée dans l'ouest de la France, mais j'ai également des éléments qui se trouvent en zone sud-est, en l'occurrence en Savoie. Alors on va venir à la devise du régiment, debout les morts. Alors bon, évidemment, on peut aller voir ce que ça veut dire exactement, il y a plein de sites où on trouve, mais j'aimerais vous l'entendre dire, nous l'expliquer. Alors debout les morts. Debout les morts, c'est la tradition retient que c'est devenu la devise du régiment au cours de la Première Guerre mondiale. En 1915, au moment de la reprise du fortin de Beauséjour, un adjudant au milieu de marsouins blessés, voyant que l'ennemi relançait l'assaut, s'est écrié debout les morts pour remotiver ses troupes et puis permettre la défense effective
du fortin de Beauséjour qui allait être repris par les Allemands. Au-delà de ça, à cette époque, en fait, debout les morts, suivi de la suite, on change de cimetière, c'était une expression assez courante en fait dans les casernes qui voulait dire, en gros, un peu de nerf à l'action. C'est resté dans le langage populaire. C'est resté dans le langage populaire. Pour le régiment, pour être tout à fait honnête, on n'a pas la certitude historique que ces mots ont été effectivement prononcés par quelqu'un du régiment. En tout cas, ça a été popularisé comme tel. Et après la Première Guerre mondiale, la devise debout les morts commence à apparaître sur les insignes régimentaires. Et puis, voilà, depuis... Elle est installée. Elle est installée, et puis aujourd'hui, on l'a fait nôtre, pleinement. Ce qu'elle signifie, c'est que voilà, notre mission, telle qu'on la reçoit, elle est sacrée, et on doit la remplir... on doit la remplir jusqu'au bout avec abnégation et avec aussi un esprit de sacrifice. Ça, c'est pas la spécificité du 3e RIMA, hein, c'est l'armée. Le statut de militaire qui l'impose. Maintenant, voilà, il est important d'avoir une devise à laquelle se rattacher, ça participe de l'identité du régiment, et pour le coup, celle-là est bien ancrée. Combien de décorations, le 3e RIMA à titre individuel? Non, à titre régiment. À titre régimentaire. Sur le drapeau, il y a combien de... Nous portons, pour citer la principale, celle qui est en fait la plus visuelle, la Croix de guerre de 1914-1918. Et à ce titre, nous arborons depuis maintenant 5 ans, puisque ça a été l'action pour faire reconnaître au régiment le droit de porter la fourragère de la Croix de guerre 1914-18 a été achevé par le colonel Pierre. Nous portons donc la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918. Après, je pourrais vous montrer sur le drapeau on prendra la détail, photo, ce sera plus simple, ça parlera davantage. Et des cravates, des médailles qui figurent sur notre drapeau. En gros, elle retrace l'histoire du régiment à travers les batailles principales auxquelles il a participé. Je pense que la symbolique de la Croix de guerre 14-18, elle est extrêmement importante. Puisque, le côté mondial, du conflit mondial. Oui, le conflit mondial, le fait que... Voilà, pas attaché à un problème de colonie, pas attaché à des choses comme ça peut-être pas directement, mais je pense que dans son ampleur et dans la dimension justement de sacrifice des Marsands du 3, c'est quand même une place particulière. D'autant que le régiment... en 14-18, c'est à la fois battu sur le front occidental et sur le front oriental, donc, sur les territoires de ce qui est aujourd'hui la Serbie et la Macédoine. Et ça, c'est une partie de la campagne qui est assez méconnue, et pourtant c'est un sacrifice très conséquent en hommes. Ouais. Alors le nom du 3e RIMA est attaché souvent à Corrigan, pourquoi? Alors Corrigan. Corrigan, c'est une intuition du colonel Chanson, lorsqu'il commandait le régiment entre 2007 et 2009. Au moment de partir en Afghanistan, le régiment a constitué ce qu'on appelle une task force, puisqu'on était intégré à une plus grande unité américaine. Et il est de tradition, notamment chez nos alliés américains, d'avoir un surnom ou un nom particulier pour identifier la task force. Et voilà, il fallait trouver un nom qui soit assez évocateur, qui ne prête pas à confusion lorsqu'il serait employé par des anglo-saxons. Pas de traduction. Pas de traduction particulière, et donc est venue cette idée du Corrigan. Alors pourquoi le Corrigan? Le Corrigan, c'est un petit lutin légendaire de Bretagne, qui a la particularité d'être très bienveillant vis-à-vis de ses amis, et qui peut être très dur, très malveillant vis-à-vis de ses ennemis ou de ceux qui lui veulent du mal. Bon, ce qui correspond assez bien, encore une fois, à l'état d'esprit du régiment. Voilà. Et pour conclure, alors que diriez-vous à un jeune qui vient vous voir, qui dit, bon, je suis plus ou moins attiré par la carrière militaire, mais je ne sais pas trop comment faire? Qu'est-ce que vous lui diriez pour l'encourager, pour lui démontrer à la limite le bien fondé de son idée? Moi, je lui dirais de façon assez simple, assez directe. Non, pas à l'essai, justement. Que c'est un engagement qui en vaut la peine. Que c'est un engagement avant tout au service de notre pays et de notre drapeau. Donc,
En général, les jeunes qui poussent la porte du régiment ou des centres de recrutement, ils ont quand même cette idée au fond de leur esprit. Hein. Elle est parfois un peu confuse, pas très affirmée, mais c'est essentiellement sur cette fibre-là que je jouerai. Après, nous, en tant que marsouin du 3, on n'est pas forcément en contact direct pour la partie recrutement. On peut l'être ponctuellement, mais toute la chaîne de recrutement de l'armée de terre va sélectionner les candidats et puis c'est à titre personnel. Moi, ce que vous lui diriez, vous, disons, parce qu'effectivement, pas simplement ce que tout centre de recrutement, c'est ce qu'il doit dire, mais à titre personnel. Moi, je dirais que oui, ça en vaut la peine et que c'est un engagement qui a énormément de sens. Et puis, j'insisterai justement sur la dimension de l'engagement. Les difficultés, quand même, on va les signer, cacher. Bien sûr, sur le fond du métier, bien sûr, parce que je n'ai pas de cacher des difficultés et puis je pense que je lui parlerai de la réalité concrète de ce que vit un marsouin en régiment. Je lui dirai surtout son engagement, c'est pas la même chose qu'un. C'est une image que j'emploie souvent avec les plus jeunes, un forfait de téléphone portable dont on peut changer si l'offre ne convient plus exactement. C'est vraiment un engagement, donc voilà, c'est une parole donnée au-delà de la signature d'un contrat, et c'est une parole donnée au service de nos concitoyens, de notre pays. C'est là-dessus qu'on va conclure ? Oui. Eh bien, merci, colonel. Je vous en prie.